À première vue, il semble difficile de trouver un point commun entre l'entrepreneur Elon Musk, l'ancien président des États-Unis Bill Clinton et le chanteur du groupe U2 Bono. Pourtant, ils en ont bien un. Ils sont tous apparus sur la chaîne YouTube TED. Et ce n'est pas étonnant, puisque TED est la série de conférences la plus connue au monde. L'objectif est simple, inviter un expert sur scène et lui donner moins de 20 minutes pour partager une idée de la manière la plus accessible possible. Et ça fonctionne. La chaîne cumule aujourd'hui plus de 2 milliards de vues, leurs plus grosses conférences ont été vues par des dizaines de millions de personnes, mais ça va bien au-delà des chiffres. Les interventions sont diffusées en classe, au travail, TED est devenu une véritable référence culturelle connue de tous. Sauf que, depuis quelques années, l'image de TED se dégrade fortement. D'une part, les critiques du public se multiplient et pointent du doigt ce qui est devenu le format. Mais pire encore, TED est moqué, parodié sur la SNL, une grosse chaîne de télévision américaine, mais aussi dans des séries. What is a birthday? I think it can best be understood by breaking down the word birth and day. Et même jusqu'à avoir une tendance qui tourne les conférences au ridicule sur les réseaux sociaux. If you ask to see his phone and he freaks, he's clapping another girl's cheek. Bref, TED ne fait plus du tout l'unanimité et pour beaucoup, les conférences sont devenues des parodies d'elles-mêmes. Mais alors, que s'est-il passé? Comment TED est-il devenu un empire? Pourquoi est-il de plus en plus critiqué aujourd'hui? Et y avait-il un moyen d'éviter tout ça? C'est le sujet dont on va discuter dans cette vidéo. Mesdames, messieurs, entité bipède, sortez vos téléphones. Vous êtes sûrement connectés à des Wi-Fi publics, comme si de rien n'était. Le verdict est sans appel, vous avez besoin d'un VPN. Et pas n'importe lequel, CyberGhost VPN. Comme le dirait un de mes amis chers, votre adresse IP, CyberGhost masquera. Vos données, il chiffrera. À travers un tunnel sécurisé, votre trafic, il redirigera. Plus encore, CyberGhost vous permet de traverser les frontières numériques en un clic et d'accéder à du contenu géobloqué, comme le catalogue de Netflix de l'Allemagne, des États-Unis, du Japon, et même, si je puis me permettre, certains sites inaccessibles en France. Même les aliens ont besoin de détente. La galaxie entière ainsi que plus de 38 millions de terriens l'utilisent déjà et l'adorent. CyberGhost vous permet même de renforcer vos liens avec votre famille et vos amis, puisqu'un seul abonnement vous permet de connecter jusqu'à 7 appareils différents, quelle que soit la plateforme, d'iOS à Android. Entité bipède, pour votre liberté numérique, n'attendez plus. Cliquez sur le lien en description et profitez d'un tarif spécial de 2,3 € par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts, avec une garantie satisfait ou remboursé. Ce n'est pas moi l'extraterrestre, c'est vous si vous naviguez sans CyberGhost. Nous sommes en 1984 et deux Américains, Richard Saul Wurman et Harry Marks, ont une idée. Ils remarquent un lien plus fort qu'il n'y paraît entre trois domaines, la technologie, le divertissement et le design. Ils ont alors l'idée de créer un événement pour parler de ces trois sujets. Plus précisément, ils veulent organiser des conférences avec des experts et un public pour les écouter. Ils se mettent alors au travail et leur tout premier événement voit le jour. Au programme, 3 éléments phares. La présentation de la technologie du CD, nouvelle à l'époque, la présentation des graphismes 3D de Lucasfilm, la société de prod derrière Star Wars, et l'intervention de Benoît Mandelbrot, un mathématicien. Celle-ci va parler, je cite, de l'extrême complexité, de la rugosité et la façon dont les mathématiques fractales peuvent trouver de l'ordre dans des motifs qui semblent inconnaissables et compliqués. So these numbers are the numbers which denote the roughness of these surfaces. Disons que c'est un peu niche comme sujet. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Richard et Harry n'arrivent même pas à couvrir les coûts de l'événement, ils perdent de l'argent et après ça, ils arrêtent. TED est mort dans l'œuf. Pendant 6 ans, l'idée va être mise de côté jusqu'en 1990. Alors que les choses s'accélèrent dans le monde de la tech, notamment avec l'arrivée d'Internet, les deux associés remettent l'idée sur la table.
Le principe reste le même, des conférences concises mais très pointues et un public méticuleusement choisi. Parce que oui, n'assiste pas aux conférences TED qui veut. L'événement est sur invitation uniquement et la place, une fois l'invitation reçue, coûte plusieurs milliers de dollars. TED veut recevoir l'élite, des scientifiques, des philosophes, des fondateurs d'entreprises, bref, un public très précis. Et leur deuxième tentative pour réaliser cette vision fonctionne. TED devient un événement culturel très attendu en Californie. Deux choses peuvent expliquer son succès. Déjà, le côté uniquement sur invitation et le fait de devoir payer un certain prix pour y accéder. Vous vous sentez privilégié d'assister à ce genre d'événement, mais également vous savez que vous y rencontrerez des personnes extrêmement intéressantes et qualifiées dans leur domaine. C'est le principe des événements exclusifs. Mais autre chose différencie grandement TED, c'est la manière dont les intervenants parlent sur scène. Vous n'allez pas assister à 1h30 d'une conférence interminable et incompréhensible sur les mathématiques. TED impose deux choses à ses intervenants. Un temps réduit, 18 minutes maximum, et une simplification des idées dans la forme. Les plus grands experts sont rarement les meilleurs orateurs. Et pourtant, ce sont eux les plus pertinents dans leur domaine. Pour pouvoir donc rendre leurs pensées accessibles à des non-experts, TED met en place un processus pour leurs intervenants, les aidant à structurer et à simplifier leurs idées pour qu'elles correspondent à un format bien précis. L'idée est à la fois de transmettre une idée complexe de manière simple, mais aussi de le faire en inspirant l'audience. Et de 1990 à 2001, cette formule fonctionne fort. L'événement est autant un événement intellectuel qu'un moyen d'agrandir son réseau professionnel. Et ça aurait pu continuer ainsi. Sauf que ça ne va pas être le cas. Un événement va venir tout changer. En 2001, un certain Chris Anderson, un entrepreneur américain, s'intéresse de très près à TED. Anderson possède une fondation à but non lucratif nommée la Fondation Sapling, et avec cette fondation, il va racheter TED et en faire une organisation à but non lucratif. TED continue de gagner de l'argent, entre autres via la billetterie et les sponsors, mais n'a plus pour but de faire du profit. À présent, l'argent gagné est intégralement réinvesti pour faire grossir le projet d'une manière ou d'une autre. Et dans les années suivant ce rachat, c'est ce qui va se passer. TED lance le prix TED avec $1 million à la clé pour soutenir le projet de l'orateur le plus méritant, et TED Global, des conférences données en dehors d'Amérique. Maintenant, le projet TED est planétaire et il rencontre beaucoup de succès dans les villes étrangères dans lesquelles il se produit. Mais ça ne suffit pas à Anderson. Son objectif à lui, c'est de diffuser de la connaissance et des idées inspirantes au plus de personnes possible. Pas seulement aux cercles restreints qui ont les moyens d'accéder à ces conférences. Alors, il pense à diffuser les enregistrements des événements à la télé. Sauf que la télé lui répond « Mon petit Anderson, ton truc, c'est trop intellectuel. Nous, on va pas diffuser ça. » Alors Anderson décide de faire les choses lui-même et se tourne vers une technologie qui prend de plus en plus d'ampleur, Internet. Un an seulement après l'ouverture de YouTube, TED met en ligne gratuitement les conférences données à leurs événements privés. Et elle rencontre un accueil incroyable. I wrote this poem after hearing a pretty well-known actress tell a very well-known interviewer on television, "I'm really getting into the internet lately. I just wish it were more organized." Soudainement, des experts inconnus du grand public sont écoutés par des centaines de milliers de personnes. Tout le monde a soudain accès à des paroles d'experts de manière accessible et de manière gratuite. La ligne éditoriale semble aussi de plus en plus large. TED ne se cantonne plus à la technologie, au divertissement et au design. Les intervenants abordent des thèmes beaucoup plus vastes, incluant la science, la culture, la santé, mais aussi des apprentissages de vie à travers leurs propres expériences ou leurs analyses sur un sujet en particulier, comme la conférence très connue « L'école tutelle la créativité ». I have a big interest in education, and I think we all do. We have a huge vested interest in it, partly because it's education that's meant to take us into this future that we can't grasp. Tout ça implique un changement brutal dans la nature de TED. D'organisateur d'événements physiques premium, il passe à un modèle de média grand public, qui plus est. Et c'est pour le meilleur pour l'instant. Le public réserve vraiment un accueil formidable aux vidéos, sauf que malheureusement, le temps va passer. Et quelques points noirs vont venir entacher l'empire TED. Si la formule TED a permis au discours de se propager, il a aussi créé une usine à clones. 2 livres, un écrit par Anderson lui-même et un autre de Carmine Gallio, vont populariser la formule des discours. Dans la forme, la manière de parler, les silences. The answer to this question is simple.
les blagues placées au bon endroit. Now, it's not always easy to push yourself, and that's why they invented mothers. Les pauses dramatiques, et aussi dans le fond. Parler d'une histoire personnelle, capturer l'attention avec des émotions, etc. Tout ça, ce sont d'excellents conseils pour écrire un discours et pour parler en public. Le problème, c'est que ça donne des clones. Les discours TED sont devenus extrêmement prévisibles, et ça commence à créer une certaine lassitude chez le public. Mais ce n'est clairement pas ça le plus grave. Vous voyez cette femme ? A healthcare pioneer is being compared to visionaries like Bill Gates and Steve Jobs. Elle, c'est Elizabeth Holmes, la plus jeune self-made woman milliardaire du monde. Et ce, grâce à sa start-up qui a solutionné un immense problème. Ce problème, c'est l'accès aux soins et la complexité et le coût de passer des examens médicaux pour déterminer un potentiel problème de santé. Mais grâce à cette start-up révolutionnaire, Elizabeth Holmes met fin à tout ça. Avec une simple goutte de sang prélevée sur le bout du doigt, vous pouvez effectuer 200 examens médicaux d'un coup. Le VIH, le cancer, le diabète, cette petite piqûre vous dira tout. Mais pourquoi ne vous êtes-vous pas procuré ce test ? Parce que c'est une fraude. Une bonne idée au demeurant, mais pas simple à exécuter. Et Elizabeth Holmes n'a clairement pas réussi. Le test donne de faux diagnostics. Tout simplement. Elizabeth Holmes et sa start-up Theranos, c'est l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire. Et devinez où est-ce qu'à l'époque, Elizabeth Holmes avait pu promouvoir son produit ? Sur TEDMed, la chaîne YouTube de TED, qui, je cite, comble le fossé entre la science et le public. The right to protect the health and well-being of every person, of those we love, is a basic human right. Bon, à la défense de TED, Theranos était soutenu par tout le monde à l'époque. Elizabeth était dans les personnalités les plus influentes du Time, elle était invitée à la Maison Blanche par Obama, par Bill Clinton à la conférence de sa fondation philanthropique, bref, ce n'est pas du tout uniquement TED qui l'a mise en avant. Il n'empêche que quand le scandale Theranos a explosé, ça a légèrement entaché l'empire TED et sa légitimité. D'autant plus qu'inévitablement à cette taille, l'organisation fait face à des critiques concernant sa ligne éditoriale. Nassim Taleb, un essayiste et statisticien, qualifie l'organisation de monstruosité qui transforme les scientifiques et les penseurs en amuseurs de bas étage, accusant également l'organisation de ne pas avoir publié une de ses conférences. Et justement, le sujet de la censure revient de temps en temps, avec de petits scandales, comme celui de Nick Einhauer. Nick, un entrepreneur et VC américain, a donné une conférence qui challengeait l'idée que les riches n'étaient pas des créateurs d'emplois, et aurait été censuré par la chaîne principale TED. Je dis aurait été car Anderson a répondu à cela 3 choses. 1. La conférence était trop politique. 2. Les arguments avancés n'étaient pas convaincants, même pour ceux qui adhèrent aux propos. Et 3. La conférence avait été mal notée par le public lorsqu'elle a été donnée. C'est toujours une parole contre une autre. Dernier problème, mais pas des moindres, les conférences s'éloignent de plus en plus de l'idée initiale d'Anderson. And I will promise you right here and now that the core values that make TED special are not going to be interfered with. Truth, curiosity, diversity, no selling, no corporate bullshit, no bandwagoning. C'est difficile de dire si c'est la quantité qui provoque cela, mais les discours semblent de plus en plus corporate, de plus en plus faux, se rapprochent de plus en plus de discours de motivation un peu creux plutôt que de contenu réellement informationnel. Plus le temps passe, plus TED semble devenir une sorte de LinkedIn. Et pour moi, c'est l'une des 2 causes des parodies. Mais soyons de bonne foi. Toutes ces affaires sont quantitativement des gouttes d'eau dans l'océan TED. Cependant, 2 choses. 1, ça entache à chaque fois un petit peu leur image, de manière vicieuse ou de manière plus directe. Mais surtout 2, ce n'est pas le seul problème. Entre-temps, en 2009, TED a créé une nouvelle branche. Et c'est peut-être elle qui provoque les parodies. La mission de TED se résume dans leur slogan « Ideas worth spreading », des idées qui méritent d'être diffusées. Anderson a réussi en partie la mission avec Internet, mais il reste limité par le nombre de conférences données. Il y a une conférence officielle TED par an, et certes, il y a d'autres branches dans la galaxie TED, mais tous les événements restent annuels ou biannuels. Alors, au-delà de diffuser le contenu gratuitement, pourquoi ne pas rendre accessible la formule, la manière de mener une conférence TED, et de créer une licence qui permettent à n'importe qui, n'importe où dans le monde, de donner des conférences avec l'image de TED. Et c'est ainsi que naît
TEDx. À présent, n'importe quel organisateur peut demander une licence et organiser une conférence TED dans sa ville, à condition bien sûr de respecter les règles de la charte. C'est un peu comme McDo qui ouvre des franchises, en quelque sorte. Et ça va être un succès phénoménal. Aujourd'hui, la chaîne YouTube TEDx a plus de 43 millions d'abonnés contre 26 millions pour TED. Elle cumule 8 milliards de vues et elle a posté 240 000 vidéos depuis sa création, soit plus de 16 000 vidéos par an, soit 43 vidéos par jour. 43 vidéos par jour en moyenne pendant 15 ans. Je ne sais pas si vous réalisez, mais forcément, ça vient avec son lot de problèmes. La première chose, c'est que TEDx, presque mathématiquement, amplifie les problèmes déjà présents sur TED. Il popularise encore plus la même structure de discours et la chaîne met en avant des invités plus que controversés, comme Rupert Sheldrake, qui évoque entre autres la mémoire des cristaux, théorie non fondée scientifiquement. La plupart du temps, ces discours finissent par être supprimés de la chaîne et les organisateurs et certains participants des conférences sont sanctionnés par TED et se voient retirer leur licence. Mais en termes d'image, le mal est fait. Autre petit problème, la politique. C'est très compliqué quand vous êtes une aussi grosse organisation de vous dire apolitique, parce que vos choix éditoriaux peuvent vite être considérés comme une prise de position. C'est cependant ce que TED a toujours prôné. Cependant, sur TEDx, même si les mêmes conditions s'appliquent en théorie, quelques discours passent les mailles du filet alors qu'ils sont clairement partisans. Ils ont un parti pris politique, c'est indéniable. Mais tout ça, ce n'est pas vraiment le plus important. Le plus important, c'est la quantité de vidéos postées et la baisse à la fois d'intérêt mais aussi de pertinence que cette quantité implique. TED avait pour mission de partager des idées qui valent la peine de l'être, notamment en rendant accessible la parole d'experts sur un sujet. TEDx, lui, donne la parole à tout le monde, et quand je vous dis tout le monde, c'est tout le monde, au point d'ailleurs que ça s'est retourné contre eux. Dans une conférence TEDx en Pennsylvanie, un comédien, Sam Hyde, a fait un speech incompréhensible pour se moquer de TEDx et de son accessibilité. Give me like 25 seconds here. Give me like 10 more seconds. Ouvrir la scène à tout le monde revient à ouvrir la scène à n'importe qui, ce qui donne lieu à une dérive assez évidente. Des intervenants parfois assez peu pertinents pour que l'émotionnel l'emporte sur le fond, mais surtout, TEDx devient un bruit dans le paysage numérique. À 43 vidéos par jour, toutes ces conférences qui renferment peut-être des apprentissages précieux sont noyées dans un flot de conférences qui se ressemblent et qui semblent, de par juste leur nombre, être de plus en plus vaines. Et c'est de là, selon moi, dont viennent les parodies. Beaucoup ont l'impression que c'est devenu du vide, des punchlines calibrées pour Instagram. TEDx n'est sur le papier pas exactement le même contenu que TED, mais il a pris plus d'ampleur que TED lui-même. Et les deux marques sont si proches en tout point que beaucoup ne font pas la différence. En mettant sa marque partout, TED a fini par perdre en légitimité. Et en cherchant à tout prix à fuir l'exclusivité de ses débuts, la marque TED est devenue un immense désert dans lequel les oasis se font de plus en plus rares. Je me rends compte en lisant que ça sonne hyper ChatGPT, c'est moi qui écris mes scripts, et je ne suis pas une IA. Enfin, je crois que je ne suis pas une IA. Bref, voilà selon moi d'où viennent les critiques adressées à TED, qui est passé d'un empire prônant l'excellence à quelque chose se rapprochant de la parodie. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question. TED aurait-il pu faire autrement? Y avait-il un autre destin possible? Jusqu'ici, j'ai essayé de décortiquer la source des critiques à l'encontre de TED. Je peux me tromper évidemment, il y a aussi probablement des oublis, mais j'ai essayé d'être la plus objective possible. Maintenant, ce qui suit va relever totalement de mon analyse, et c'est une parmi tant d'autres. Déjà, évidemment, pour éviter ça, TED aurait pu rester l'événement exclusif qu'il était au départ. Mais c'était pas ça l'idée d'Anderson. Perso, voici les deux choses que j'aurais faites pour répondre à cette idée et pour maximiser mon impact. La première concerne TEDx, et plus précisément l'image de TEDx. Tout le monde a le droit de s'exprimer, de partager ses histoires, ses apprentissages de vie, sa passion ou même ses leçons professionnelles. Cependant, TED a mis sur le même plan, avec quasiment la même forme, des gens qui partagent leurs apprentissages ou leurs analyses,
comme je suis en train de le faire là, avec des experts ultra pointus qui ont souvent plusieurs dizaines d'années d'expérience dans leur domaine et qui ont des preuves sociales fortes de ce qu'ils avancent ou des accomplissements qui leur donnent de la légitimité. Et le problème, ce n'est pas que les premiers s'expriment, mais c'est qu'ils s'expriment dans le même format. Pour créer un espace en ligne où tout le monde peut partager ses apprentissages et ses analyses, TED aurait pu créer une branche alternative avec des codes différents. Déjà, un nom qui n'a rien à voir avec TED et qui n'associe pas l'image de marque de TED avec ce projet, même s'ils peuvent mentionner en description ou dans le générique de fin que le projet est propulsé par eux. Ensuite, une identité visuelle différente, moins de plans de caméra, un seul suffit, une scène différente, pas avec les mêmes couleurs et pas avec le logo en fond évidemment, quelque chose peut-être de plus convivial qui ne donne pas l'impression très TEDesque que ce qu'on écoute va changer notre vie à jamais. Évidemment, revoir la promesse éditoriale et cadrer ce que le spectateur est censé attendre. Des histoires qui valent la peine d'être partagées, pensées en cours de construction ou même réflexions issues du quotidien peuvent être des idées de slogans. Et enfin, un tri clair dans les playlists par grande thématique, coché en amont par l'intervenant, qui permet de s'y retrouver dans le flot immense de vidéos. La pertinence même de TEDx a, je trouve, été remise en question par la simple existence de YouTube, qui permet aujourd'hui à n'importe qui de s'exprimer et d'avoir une audience. Mais TEDx, dans sa forme actuelle, garde l'avantage du format conférence, qui est intéressant, notamment pour l'échange avec le public. Pour moi, ce nouveau TEDx gagnerait à faciliter l'interaction entre l'intervenant et le public. L'idée de tout ça, c'est de garder la pertinence du format, mais de ne pas inclure l'image de marque de TED dans l'équation. Et ensuite, contre-intuitivement, maintenant qu'une chaîne appartenant à TED, même sans en avoir le packaging, permet de traiter plein de sujets très différents, avec des points de vue très différents, parfois sûrement des points de vue en opposition sur un même sujet, et permet de servir le plus de personnes possible sur la planète, il faut rendre TED extrêmement difficile d'accès. Il faut que ce soit extrêmement premium. D'abord en termes de sujet, en recentrant la chaîne sur des thèmes relativement clairs, avec une ligne éditoriale peut-être un petit peu plus claire, mais surtout en termes de quantité. TED aujourd'hui, c'est 5000 vidéos par an, en 18 ans, soit à peu près 278 vidéos par an. Perso, je réduirais drastiquement. Je publierai maximum 20 vidéos avec des intervenants extrêmement pertinents sur leur thématique, uniquement des gens qui font partie du top 1% ou du top 0,1% de leur domaine. Et il y a deux raisons à ça. Déjà, si les idées abouties d'experts sont sûrement en grand nombre, vu la complexité du monde, le nombre d'experts aujourd'hui vivants et qui peut accepter ce genre d'invitation et qui font partie du top 1 ou du top 0,1% est assez limité. Et ensuite, ces conférences s'adressent au grand public. Et le grand public, nous, en l'occurrence, n'a pas le temps d'ingérer un nombre infini d'idées. En réduisant le contenu sur une chaîne et en faisant une curation extrêmement pointilleuse, on envoie le message à l'audience que ces idées-là, celles qui sont partagées sur TED, doivent être digérées profondément, peut-être même vues et revues pour comprendre vraiment le propos en profondeur. Que ce n'est pas un simple divertissement comme une vidéo YouTube, mais le summum de la vulgarisation. Ça restera de la vulgarisation. Vous ne deviendrez pas expert après avoir vu 18 minutes d'un expert parler. Mais TED aurait pu devenir le summum de ce qui aurait pu se faire en termes de vulgarisation. La réflexion est devenue cool sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est trop bien. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie en tant que public que la réflexion, c'est avant tout extrêmement intimidant et difficile. Ça demande une remise en question permanente, ça demande l'humilité de reconnaître que l'on ne sait pas, et ça demande de travailler en permanence notre esprit critique. Et ça, la quantité ne le permet pas. Voilà, c'était mon avis de non-experte sur le sujet pour le coup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lovie, j'ai fait des études en marketing digital et je suis absolument passionnée de marketing et d'entrepreneuriat. Je ne me considère absolument pas experte en quoi que ce soit et je considère mes vidéos comme du divertissement, même si j'essaie de le rendre le moins abrutissant possible, avec plus ou moins de succès, je suppose, je sais pas, vous me direz. En tout cas, pour terminer cette vidéo, je vous propose un court extrait de la première conférence TED, je crois, que j'ai regardée, et dont le concept encore aujourd'hui est un concept qui me parle énormément. Merci Simon Sinek et merci TED, parce que malgré toutes les critiques qu'on peut leur adresser, je me suis concentrée sur le négatif dans cette vidéo, mais il est évident que le positif qu'a apporté TED est, je trouve, relativement énorme. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief?
Merci encore à CyberGhost de soutenir la chaîne. Si vous voulez tester CyberGhost, le lien est en description avec l'offre spéciale et la garantie satisfait ou remboursé. Un grand merci à vous de m'avoir écouté. C'était Lovie. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.